séance du 15 mars 2022, deuxième partie, durant laquelle je vais continuer d'examiner ce qu'il en est de la place de Descartes, de la figure de Descartes, dans la science et dans la philosophie, dans l'histoire de la science et de la philosophie en général, et plus spécialement d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie française. Mais je serai sur tous ces points évidemment assez bref, dans la mesure où mon objectif ici n'est pas du tout ni de retracer par le détail la biographie de Descartes, ce pourquoi, je vous l'avais dit, il existe une multitude de sources tout à fait disponibles, ni d'en exposer par le détail la philosophie. Mon propos, je le rappelle, est tout entier tendu vers l'examen du grief qu'on fait à Descartes d'avoir, par la fameuse formule « maîtres et possesseurs de la nature », d'avoir provoqué le désastre écologique au seuil duquel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, je ne serai pas très détaillé ni très précis, mais enfin, il y a quand même des choses assez essentielles à dire avant de revenir à ce qui est le cœur de mon sujet. Alors, dans un premier temps, je voudrais situer brièvement la place de Descartes dans la révolution scientifique de l'âge classique. Alors, précisons d'abord que Descartes a beau être l'une de nos plus illustres gloires nationales, certainement, ça ne fait aucun doute, le plus grand philosophe français. Eh bien, Descartes a beau avoir ce statut, force est de reconnaître que l'image qu'il a laissée dans notre mentalité française est une image plutôt floue. Nous savons tous qu'il s'agit d'une figure de première grandeur, d'un penseur de première importance, mais très souvent, le nom de Descartes est attaché à une image assez pauvre, à une représentation extrêmement caricaturale qui trouve sa formulation dans ce qu'on appelle le fameux esprit cartésien, qui serait supposé résumer à peu près, pour l'essentiel, ce qui fait la spécificité de la manière française de penser, d'envisager, de considérer les choses. Voilà. Alors, qu'en est-il de cet esprit cartésien? Moi, je n'ai jamais très bien compris que ce poncif se soit à ce point imposé quand je mesure la distance qui sépare la façon dont je vois intellectuellement fonctionner, ou ne pas fonctionner d'ailleurs, mes contemporains, et d'autre part, la manière dont Descartes se représentait la bonne façon de regarder le monde et de l'étudier. Qu'est-ce qu'on entend ordinairement par esprit cartésien? Une espèce de pli, une espèce de tournure, de manie, on pourrait dire, de tout regarder, de tout appréhender et de tout étudier sous le seul prisme d'une intelligence rationnelle, abstraite, et surtout d'une intelligence hermétique, fermée, tout à fait allergique à toute espèce de mode d'appréhension des choses qui relèverait d'un autre point de vue, du point de vue de l'affectivité, du point de vue de la sensibilité. La méthode cartésienne, ce que nous en avons retenu, ce que nous en imaginons d'ailleurs le plus souvent, ce serait une façon pour l'esprit de procéder en allant absolument tout droit, foncer dans le brouillard, sans trop se préoccuper ni de la complexité, ni de la subtilité des choses. L'esprit cartésien serait une certaine manière d'appréhender toute chose sous le seul aspect de ce qui peut être soumis à une pensée calculante, à une pensée intellectuelle soucieuse exclusivement d'abstraction et incapable d'envisager d'autres façons de procéder que celle-là. Alors, évidemment, un esprit qui travaille de cette façon, un esprit qui se place vis-à-vis du monde dans ce rapport ne peut que manquer la complexité du réel, qui évidemment est toujours plus riche et toujours plus subtil que nos calculs ou que nos concepts intellectuels. Alors, comme je le disais, j'avoue que la prégnance de cette idée reçue, de cette image d'Épinal, m'a toujours un peu étonné parce que je ne vois pas, franchement, que les Français, que mes compatriotes soient plus que d'autres, ni forcément moins d'ailleurs, aptes au raisonnement, et je ne vois pas non plus qu'ils soient obsédés par cette manière dite cartésienne
de procéder. Enfin, cette représentation de la figure de Descartes et de la supposée méthode qu'il aurait préconisée, et dont d'ailleurs l'immense majorité de ceux qui parlent d'esprit cartésien seraient bien incapables de restituer les principes tels qu'ils sont exposés dans la deuxième partie du discours de la méthode, eh bien, moi, cette méthode, je ne vois pas qu'elle corresponde chez Descartes à l'image que nous en avons gardée. Je voudrais d'ailleurs lire un très bref passage de cette deuxième partie, c'est la deuxième partie du discours de la méthode, dans lequel on trouve l'exposition de cette fameuse méthode cartésienne qui serait supposée présider au fonctionnement de l'esprit cartésien. Je voudrais lire un bref passage qui me paraît suffisant pour au moins écorner un peu cette caricature trop fameuse. Vous savez, bon, vous n'êtes pas très nombreux à ignorer que je pratique cette activité qu'on appelle l'alpinisme ou l'escalade. Eh bien, j'ai assez souvent vu assimiler à l'esprit cartésien, justement, cette obsession pour certains alpinistes, certains grimpeurs, de tracer dans un versant, dans une paroi, la ligne la plus directe possible, la ligne la plus droite, qui suivrait, si vous voulez, le fil à plomb tiré à partir du sommet. Alors ça, j'ai entendu plusieurs fois dire « Oh, mais ça, c'est la manière cartésienne, et au fond un peu bête, manière qui consiste à forcer tous les obstacles sans se préoccuper de jouer avec, comme savent le faire les bons alpinistes, comme savent le faire les bons grimpeurs, jouer avec les structures, les sinuosités, les reliefs de la paroi. » Alors, je ne crois pas du tout que ce qu'on appelle en escalade la directissime, c'est-à-dire la ligne la plus directe qui traverse un versant de la base au sommet sans dévier d'un pouce de la trajectoire rectiligne, celle du fil à plomb, je ne crois pas que la directissime ait quoi que ce soit à voir avec un esprit cartésien. J'en veux pour preuve le très bref passage, les quelques lignes que je vais lire, qui sont tirées de cette deuxième partie du discours de la méthode, dans laquelle se trouvent exposés les fameux 4 préceptes de la méthode cartésienne. Les grands chemins qui tournoient entre des montagnes deviennent peu à peu si unis et si commodes, à force d'être fréquentés, qu'il est beaucoup meilleur de les suivre que d'entreprendre d'aller plus droit en grimpant au-dessus des rochers et descendant jusqu'au bas des précipices. Ce que Descartes nous dit ici, c'est que si vous suivez en gravissant une montagne, en gravissant un versant ou en descendant de cette montagne par ce versant, si vous suivez la directissime, le fil à plomb, tout ce que vous risquez, c'est de vous casser la figure. Alors donc, abandonnons cette idée reçue, abandonnons ce cliché d'un esprit cartésien dont l'excès de la raison, dont l'excès de raison, l'excès de rationalité ne conduirait qu'à la façon la plus bête possible d'envisager les choses. Et en passant sur ce mythe, examinons les véritables titres que Descartes peut avoir à quelque notoriété, à quelque célébrité, d'abord dans le domaine des sciences, avant de considérer ensuite celui de la philosophie. Il faut dire que c'est justement plutôt de la philosophie que Descartes tient sa notoriété. C'est comme philosophe, et même, on va dire plus précisément comme métaphysicien, que Descartes est resté dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des idées, beaucoup plus que comme scientifique. Il n'en a pas moins une place assez importante dans l'histoire du développement des savoirs scientifiques à l'époque classique au XVIIe siècle, puisque Descartes a vécu dans la première moitié du XVIIe siècle, précisément de 1596 à 1650. C'est d'abord par son œuvre mathématique que Descartes a mérité de passer à la postérité. Et là, sa place est véritablement très importante. Le grand projet de Descartes, son grand rêve, si l'on veut, c'était de trouver une méthode qui permette, alors je dis tout de suite, cette méthode n'est pas la méthode cartésienne telle qu'elle est exposée dans le fameux discours de la méthode. Cette méthode dont je parle, Descartes l'appelle Mathesis universalis. Mathesis universalis, c'est du latin,
Cela veut dire mathématiques universelles, plus précisément parce que dans l'idée de mathésis, il y a plus que l'idée de mathématiques, il y a l'idée véritablement d'un corps de savoir scientifique, disons sciences mathématiques universelles. La mathésis universalis, la mathésis universalis, c'est beaucoup plus pour Descartes, c'est autre chose pour Descartes qu'une méthode, c'est-à-dire qu'un chemin pour parvenir à la vérité, c'est plutôt, pourrait-on dire, une conception qui regarde comme envisageable et qui cherche les moyens de réaliser cette fin qui consisterait à comprendre par la voie des sciences mathématiques tout ce qui présente dans le monde le caractère du quantitatif. Dès lors que vous avez une quantité, vous pouvez appliquer à cette quantité une mesure, et cette mesure, vous pouvez la faire intervenir dans des procédures mathématiques qui ne sont d'ailleurs pas seulement des calculs, mais qui peuvent être aussi des démonstrations. Alors, cette mathésis universalis, donc une certaine manière d'envisager la possibilité de comprendre mathématiquement l'ensemble de la réalité en tant que cette réalité présente les caractères de la quantité, du quantitatif, cette mathésis universalis, c'est, je dirais, le cadre à l'intérieur duquel Descartes va déployer tout son effort dans la direction de la connaissance scientifique. Alors, cet effort a été diversement couronné de succès. Pour ce qui concerne les mathématiques, la grandeur de Descartes est indiscutable parce que, non seulement, mais ça, ce ne serait pas encore beaucoup, on lui doit l'invention de certains systèmes de notation, par exemple, la manière que nous avons conservée en algèbre de désigner les quantités connues par des petites minuscules françaises, A, B, C, D, et les inconnues par les lettres X, Y et Z. Alors ça vient directement de Descartes. Mais son apport ne serait pas encore bien considérable s'il s'était limité à cela. On doit à Descartes surtout l'invention de ce qui s'appelle la géométrie analytique, on dit aussi géométrie algébrique, qui consiste à mettre en relation une équation mathématique avec une courbe géométrique. Je vais prendre un exemple assez simple. Si vous associez, si vous considérez la fonction qui a un nombre quelconque, associe le carré de ce nombre, c'est-à-dire ce nombre multiplié par lui-même. Donc, je répète, vous considérez la fonction suivante, la fonction x au carré, qui signifie que à x, quelle que soit la valeur de x, vous associez cette valeur que constitue le carré de x. Par exemple, à 1, vous associez 1, puisque 1 fois 1, ça fait 1. À 2, vous associez 4, 2 fois 2, 4. À 4, vous associez 16. Et à 25, vous associez 625. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction carré, fonction x2, x au carré. Eh bien, si vous vous donnez un repère orthonormé, c'est-à-dire deux lignes droites perpendiculaires l'une à l'autre, et si vous portez en abscisse, c'est-à-dire sur la droite horizontale, en partant de l'intersection des deux droites et en allant vers la droite, vous portez successivement toutes les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que vous portez sur la ligne verticale les mêmes valeurs de nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite, et que vous cherchez à chaque fois que vous avez une valeur en abscisse, c'est-à-dire sur la droite horizontale, si vous cherchez à quelle valeur correspond sur la droite verticale le carré de la première valeur, du premier nombre. Par exemple, vous allez chercher 2, et bien vous savez que 2 fois 2, ça fait 4, et donc vous repérez 4 sur la droite verticale, et vous mettez un point correspondant aux deux coordonnées, 2 pour la droite horizontale, 4 pour la droite verticale. Et vous avez obtenu ainsi un point qui représente le carré de 2. Vous faites ça pour une multitude de valeurs. Vous faites ça pour autant de valeurs que vous pouvez. Vous faites ça même, par exemple, seulement pour les valeurs en allant de 1 à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
en abscisse et en ordonnée, vous allez trouver 1, 4, alors 9, etc. Vous allez avoir tous les carrés, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Et vous tracez tous les points correspondants et vous allez, en reliant tous ces points, vous allez obtenir une courbe. Vous pouvez faire d'ailleurs la même chose à gauche de l'intersection des deux droites en abscisse, puisque les nombres négatifs ont aussi un carré. Et vous savez d'ailleurs que le carré d'un nombre négatif est un nombre positif. Moins 1 par moins 1, ça fait plus 1. Moins 2 par moins 2, ça fait plus 4. Et vous allez obtenir une belle courbe, une courbe qui aura à peu près la forme d'un grand U, dont les branches s'écartent progressivement sur les côtés et évidemment qui monte à l'infini parce que vous pouvez aller aussi loin sur la droite des abscisses que vous voudrez. Tout nombre que vous rencontrerez aura forcément un carré et donc aura son correspondant sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la droite verticale. Et vous pouvez donc poursuivre ces branches aussi loin que vous voulez, plus exactement aussi loin que vous le permet, si vous tracez la courbe, la grandeur, la hauteur de votre feuille. Cette courbe que vous obtenez, cette espèce de U renversée aux branches qui s'éloignent l'une de l'autre, c'est une parabole. Voilà, c'est une parabole. Je n'en dis pas plus sur l'identité de cet objet mathématique qu'on appelle une parabole, c'est une courbe. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis en relation, vous avez rapporté l'une à l'autre une équation mathématique, y égale x au carré, et une courbe géométrique. Voilà ce que vous avez fait. Et donc, vous avez fait de la géométrie algébrique ou de la géométrie analytique, même si ces deux expressions ne sont pas tout à fait synonymes pour un mathématicien. Mais enfin, voilà ce que vous avez fait. En gros, vous avez unifié les domaines de l'algèbre et de la géométrie. Vous avez établi entre ces deux domaines une correspondance rationnelle qui vous permet, à partir de l'un, de manipuler l'autre. C'est-à-dire que si vous disposez de la formule qui vous permet, à partir d'un nombre, de connaître le carré de ce nombre, vous pouvez tracer la courbe. Et si vous avez la courbe, elle peut vous servir à déterminer, en choisissant un point de la courbe, de déterminer, par exemple, quel est le nombre qui, élevé au carré, donne ce nombre. Par exemple, si vous vous donnez, par exemple, le nombre 16, vous pouvez, en cherchant quels sont les deux points sur les branches de la parabole qui correspondent à ce 16 qui est en ordonnée, vous pouvez découvrir que vous avez comme, alors, ne disons pas racine carrée, parce que c'est autre chose, mais vous avez comme nombre élevé au carré qui donne 16, vous avez 4 et moins 4. Voilà, je vais essayer de faire figurer une courbe, ce dessin, ce schéma sur ce graphique sur mon blog. Voilà ce qu'on doit à Descartes, l'invention de la géométrie analytique, c'est-à-dire ce pont jeté entre l'univers de la géométrie et celui des nombres, l'univers qu'on pourrait appeler univers algébrique, mais il faudrait préciser la signification de ce terme. Alors, ça, c'est l'apport principal de Descartes en mathématiques. Il s'est beaucoup moins occupé, contrairement à pas mal de ses contemporains, de questions qui les préoccupaient beaucoup, qui étaient relatives à ce qui deviendra plus tard le calcul des probabilités et les statistiques. Ça, c'est plutôt l'œuvre de Pascal, de Fermat, qui un petit peu après Descartes s'occuperont beaucoup de ces questions qui sont relatives en particulier à l'importance qu'avaient socialement à cette époque les jeux de hasard. Alors Descartes ne devait pas jouer beaucoup aux jeux de hasard, en tout cas il ne s'est pas beaucoup préoccupé de ces questions-là, il s'occupait beaucoup plus de ce dont je viens de parler. Alors pour ce qui concerne la physique, pour finir d'apprécier la portée du travail scientifique de Descartes. Pour ce qui concerne la physique, l'œuvre de Descartes est importante, mais elle est locale, elle est sectorielle. Elle concerne le comportement de la lumière et principalement le comportement de la lumière à l'interface de deux corps à l'intérieur desquels la lumière se propage,
ou à l'interface desquels la lumière va se réfléchir. Lorsque, par exemple, lorsque de la lumière arrive sur la surface plane, et on peut supposer, là, pour les besoins de la cause, il faut supposer cette surface tranquille, calme, plate, de la lumière arrive à la surface, par exemple, plane d'un lac. Eh bien, cette lumière, elle va se réfléchir, pour une part, ce qui veut dire que vous allez voir sur la surface du lac l'image de ce qui se trouve sur les bords du lac, au-dessus du lac, par exemple. Enfin, tout le monde a vu ça sur les lacs de montagne. C'est même quelque chose d'assez beau à contempler. Ça fait de jolies photographies. Le reflet d'une montagne dans le lac qui se situe juste à l'aplomb de cette montagne. Pas forcément d'ailleurs immédiatement dessous, mais au moins à l'aplomb verticalement, eh bien, vous avez l'image reflétée, réfléchie de la montagne dans le lac, de même que vous pouvez vous voir vous-même sur la surface de l'eau. C'est l'histoire de Narcisse. Attention de ne pas vous approcher au point de vous noyer. Mais la lumière ne va pas seulement se réfléchir à la surface du lac, elle va aussi entrer dans l'eau, elle va se propager dans l'eau. L'eau n'arrête pas la lumière. L'eau n'arrête pas la lumière, elle va se propager et elle va donc éclairer ce qui se trouve dans l'eau. C'est comme ça que si vous êtes à la surface, au bord du lac, et que le lac n'est pas à cet endroit-là trop profond, vous allez voir le fond. Et vous allez voir entre la surface et le fond, par exemple, vous allez voir nager les poissons. Bien. Ce qui veut dire que la lumière, pour rendre les poissons visibles et le fond visible, traverse l'eau. Ce qui veut dire aussi que la lumière réfléchie par le poisson qui nage dans l'eau vous est renvoyée, ce qui vous permet, vous, de voir le poisson. Vous voyez le poisson, pourquoi ? Parce que de la lumière entre dans le lac et parce que la lumière réfléchie par le poisson revient vers vous. Seulement, ce que vous ne savez peut-être pas, et cela peut vous conduire à certaines déconvenues, c'est que la lumière, en passant de l'air à l'eau, puis de l'eau à l'air, eh bien, cette lumière va subir une certaine déviation qu'on appelle, dans le cas de passage d'un milieu à l'autre milieu, qu'on appelle réfraction. La réflexion, ça c'est assez connu, c'est le processus par lequel la lumière se réfléchit sur une surface et revient en rebondissant sur cette surface. La réfraction, c'est le phénomène par lequel la lumière, en passant d'un milieu à un autre milieu, va subir, de la part du milieu dans lequel elle entre, va subir une déviation qui dépend de certaines propriétés du milieu, un indice de réfraction qui va donc modifier cette direction. Ce qui veut dire que si par exemple vous voulez atteindre depuis la rive un poisson en le harponnant, par exemple, ou en tirant sur le poisson une flèche ou un coup de fusil, eh bien, il ne faut pas viser le poisson lui-même. Il ne faut pas viser le poisson lui-même parce que si vous visez le poisson lui-même, eh bien, vous le manquerez. Pourquoi ? Parce que vous voyez, du fait de la déviation de la trajectoire de la lumière dans le passage de l'eau à l'air, vous voyez le poisson là où il n'est pas. Ça veut dire que si vous voulez atteindre le poisson en le visant avec une flèche ou avec un fusil, eh bien, il vous faudra viser non pas le poisson lui-même, parce que celui-là, vous allez le voir là où il n'est pas. Il faudra le viser, alors je ne me souviens plus si c'est en dessus ou en dessous, mais il faudra viser à un endroit où justement le poisson n'est pas. Le chasseur de poissons, on peut l'appeler comme ça, puisqu'il ne pêche pas, il n'attrape pas le poisson avec une ligne et un hameçon, mais le chasseur de poissons, muni de son arc et de ses flèches, ou de son harpon, ou de son fusil,
doit viser ailleurs que là où il voit le poisson. Ça, c'est une donnée qui répond aux nécessités des lois physiques qui commandent ce phénomène qu'on appelle la réfraction. Alors, c'est à Descartes, conjointement d'ailleurs avec un physicien néerlandais qui s'appelait Snellius, ça s'écrit S-N-E-2-L-I-U-S, Snellius, mais on dit aussi Snell, c'est donc, non pas en collaboration d'ailleurs, mais parallèlement à Snellius, que Descartes va énoncer le premier les lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière. Donc, on doit à Descartes cet apport important de ce qu'on appelle l'optique géométrique, qui concerne le comportement de la lumière dans certaines circonstances particulières, lorsqu'elle rebondit sur un milieu différent ou lorsqu'elle passe d'un certain milieu à un autre milieu de nature différente, par exemple de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air. Alors, pour les mathématiques, je l'ai dit, l'apport scientifique de Descartes est tout à fait important, il est même très considérable. Alors, pour la physique, il l'est moins, parce que son travail d'optique géométrique est certes passé à la postérité, mais on peut dire que c'est à peu près tout ce que la science physique a retenu de l'apport cartésien. Descartes, emporté, on pourrait même dire transporté dans tous les sens du terme, emporté par son élan enthousiaste dans cette élaboration de ce qu'il appelait la mathésis universalis, s'est lancé dans une tentative de proposer une théorie de tous les phénomènes matériels, de tous les phénomènes corporels, jusque et y compris les phénomènes organiques, c'est-à-dire les phénomènes relatifs aux êtres vivants. Eh bien, Descartes s'est lancé dans une entreprise de, on va dire, de théorisation mathématique de tous ces phénomènes. Théorisation mathématique qui est très éloignée dans son esprit de ce chemin que suivent à peu près en même temps que lui d'autres physiciens, par exemple Galilée, par exemple Kepler, et plus différent encore du chemin que suivra ensuite Newton. Mathématiser pour Descartes, cela veut dire rendre compte de tout phénomène physique à partir des simples données de ce qu'il appelle la figure et le mouvement. Alors j'expliquerai un peu plus loin de ce dont il s'agit. Figure et mouvement, entendez si vous voulez la forme des corps matériels et les mouvements dont sont animés ces corps matériels. Et bien dans cette tentative, Descartes ne va pas du tout être aussi heureux qu'il l'a été pour l'optique géométrique. Descartes va construire un immense dispositif théorique d'explication des principaux phénomènes matériels, aussi bien des phénomènes astronomiques que des phénomènes mécaniques, puis ensuite même des phénomènes organiques, en passant par certains phénomènes de nature chimique. Eh bien, Descartes va s'engager dans cette aventure, mais il ne va déboucher dans cette recherche que sur la production de ce que, à juste titre, Voltaire qualifiera plus tard de roman. Rendant hommage à Descartes, du reste, pour ses mérites, Voltaire verra juste dans ce verdict la physique cartésienne, la physique que Descartes propose comme théorie du monde matériel, eh bien, n'est, selon le mot de Voltaire, qu'un beau roman. Alors, voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est de l'apport cartésien en matière de science. Alors, pour ce qui concerne la philosophie, je serai d'une certaine façon encore beaucoup plus bref, parce que là, évidemment, il y aurait immensément à dire, immensément, par rapport à ce que je vais me contenter d'exposer ici. Alors, en quoi consiste l'apport de Descartes philosophe, proprement dit, à proprement parler? Il faut préciser ceci, que Descartes est tout à fait convaincu de la vérité
de l'hypothèse héliocentrique de Copernic, cette hypothèse qu'à la même époque, Galilée défend, vous le savez, lors de redoutables polémiques et même lors de procès, contre ceux qui lui contestent la validité de cette hypothèse. Eh bien, Descartes est tout à fait convaincu que l'héliocentrisme de Copernic est vrai. Il est aussi, dans une assez bonne mesure, convaincu que la physique de Galilée est vraie aussi, du moins dans ses principes, même si Descartes d'abord la connaît mal et ensuite n'est pas très disposé à en accepter tous les résultats. En 1633 a lieu, vous le savez, le second procès Galilée, le second procès au cours duquel, face au Saint-Office, au tribunal du Saint-Office, c'est-à-dire de l'Inquisition, Galilée va être conduit à se rétracter et à renoncer à exposer, à défendre publiquement la thèse du mouvement de la Terre. C'est le fameux « et pourtant elle tourne » qu'on prête à Galilée à cette occasion. 1633, donc date du second procès et de la condamnation de Galilée, condamnation au terme de laquelle il sera consigné en résidence surveillée, finissant ses travaux, parce qu'il continuera à travailler, il ne sera pas interdit, il ne sera jamais mis à proprement parler en prison. Il continuera ses travaux et il continuera même à les diffuser clandestinement, mais sans que l'opposition rencontrée soit extrêmement violente, continuera à les diffuser en Europe. Donc, en 1633, c'est le second procès de Galilée, et c'est une date à laquelle Descartes a quasiment achevé le grand traité qu'il avait consacré aux questions d'astronomie et de physique. Ce traité, intitulé Le Monde, puisqu'il s'agissait de rendre compte scientifiquement de l'organisation du monde matériel, eh bien, ce traité est quasiment achevé. Descartes apprend la condamnation de Galilée par le tribunal du Saint-Office et immédiatement, il renonce à publier ce traité du monde. Alors, bien sûr, on a beaucoup spéculé sur les raisons qui avaient conduit Descartes à renoncer ainsi à la publication d'un ouvrage auquel il avait consacré beaucoup de travail et qui devait lui tenir à cœur. Alors, bien sûr, on peut toujours faire la part de la peur qu'il avait de subir un sort comparable à celui de Galilée, c'est-à-dire à se trouver face à une censure et peut-être même pire. Donc, on peut toujours évidemment faire cette hypothèse. On peut faire l'hypothèse aussi, tout simplement, d'une soumission, d'un acte d'allégeance à l'autorité religieuse, car Descartes s'est toujours déclaré philosophe chrétien. On pourrait aussi, de façon peut-être un peu plus secondaire, mais enfin, ça n'est pas forcément indifférent, alléguer l'horreur que Descartes a toujours professée pour les polémiques, pour les disputes publiques relatives à des questions de philosophie, c'est-à-dire de science à son époque principalement. Et en effet, Descartes n'a jamais eu de goût pour entrer dans l'arène des débats, des discussions, chose qu'il confiait en général à des disciples. C'est par disciples interposés que Descartes consentait quelquefois à discuter, ou du moins c'est dans la correspondance toujours qu'il dit ce qu'il pense, de la manière dont certains le comprennent ou dont certains entendent exploiter son œuvre. Descartes va préférer travailler à l'avancement de la science physique. Et donc, il va mener une vie de recherche dans laquelle, en particulier, beaucoup d'observations auront leur place, même si Descartes n'a jamais été, comme le sera par exemple Pascal, comme l'était Galilée, ça c'est indiscutable, Descartes ne sera jamais un très grand expérimentateur, mais il fera beaucoup d'observations, y compris par exemple dans le domaine biologique, où il n'a laissé aucun héritage scientifique à proprement parler.
Seulement, Descartes ne veut pas simplement poursuivre le travail de la science tel que l'accomplissent à son époque un Galilée et beaucoup d'autres. Il veut procurer à cette science nouvelle un fondement rationnel solide, un fondement rationnel. Voilà ce que Descartes entend donner à la physique. Alors, c'est en ça que va consister, si vous voulez, le projet philosophique essentiel de Descartes. Alors, il faut bien comprendre que aucune science, au sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot, aucune science n'est en mesure de poser à elle seule les fondements propres à valider les principes sur lesquels elle repose et les méthodes qu'elle met en œuvre, et par conséquent à valider les résultats qu'elle obtient. Ce que j'entends par fondement, c'est ce qui rend raison de la valeur de ces principes, de ces méthodes et donc de ces résultats. Fonder une science, c'est lui apporter les assises sans lesquelles les résultats qu'elle obtient, ne sachant ni à partir de quel principe elle les obtient, ni précisément par quelle méthode elle les valide, fonder une science, c'est dire en vertu de quel fondement, de quelle base, les résultats de cette science peuvent être tenus pour valant quelque chose. Valant quelque chose au point de vue de ce qui fait le but même, la finalité de la science, à savoir la connaissance. La science est cette activité par laquelle nous prétendons connaître la réalité telle qu'elle est. Qu'est-ce qui nous confère le droit? Qu'est-ce qui confère à la science la légitimité dans sa prétention à rendre compte de la réalité telle qu'elle est? C'est ça la question du fondement. Par exemple, toute science repose sur le postulat que la réalité que nous cherchons à connaître présente une certaine correspondance avec les facultés que nous utilisons pour la connaître. Pour faire de la science, nous avons besoin des sens, nous avons besoin des 5 sens, nous avons besoin de notre intelligence, nous avons besoin de notre imagination. Qu'est-ce qui garantit que les facultés qui sont celles de notre espèce et qui ne sont pas les mêmes, par exemple, que celles dont disposent les autres espèces animales? Qu'est-ce qui nous garantit que nos facultés sensorielles, mentales, intellectuelles sont de nature telle qu'elles nous ouvrent l'accès, qu'elles nous procurent une voie en direction de la compréhension rationnelle des phénomènes? C'est ça la question du fondement. Toute science repose sur le postulat nécessaire de l'intelligibilité rationnelle de la réalité du monde et des choses. Cette science qu'ont inaugurée Galilée, Kepler et Copernic avant eux, eh bien cette science, elle demande même plus, elle postule davantage que la rationalité de la réalité, que le caractère intelligible de la réalité. Elle postule l'intelligibilité mathématique de cette réalité. La science nous dit, ou plutôt elle sous-entend, parce qu'elle ne le dit pas, tant cela va pour elle de soi. La science sous-entend dans son projet même, du moins dans le projet que forment ceux qui sont en train d'en jeter les premiers commencements, les premières bases au XVIIe siècle, cette science, elle sous-entend que la réalité est mathématisable. Non seulement Descartes maintient ferme la conviction de la vérité de l'hypothèse copernicienne et de la physique que construit la science à son époque, mais Descartes croit fondamentalement juste la conviction qui anime cette nouvelle astronomie, cette nouvelle mécanique, que la science mathématique est la clé de la compréhension du monde matériel. De là, ce projet de la mathésis universalis, de la construction mathématique de la réalité physique. Qu'est-ce que va faire Descartes? Descartes va donc travailler à justifier
à fonder la légitimité de ce postulat d'une intelligibilité mathématique de la nature. Ainsi, s'il y parvient, cette science nouvelle, pleine de promesses évidemment à son époque, reposera sur un socle ferme et définitif à partir duquel elle pourra commencer de se développer et de se développer indéfiniment. Voilà le projet philosophique de Descartes. Ce projet philosophique, alors, il s'accomplit principalement dans un texte, mais qui sera repris plusieurs fois, dans un texte qui est les 6 méditations métaphysiques. C'est dans les méditations métaphysiques que s'accomplit ce projet cartésien d'un fondement métaphysique de la légitimité des sciences de la nature. Ce projet est repris dans le discours de la méthode, spécialement dans la 4e partie, qui en constitue comme une espèce de résumé, si vous voulez. C'est pourquoi il faut absolument que vous lisiez le discours de la méthode dans son intégralité. Il sera repris ensuite dans les principes de la philosophie, auxquels je ferai bientôt référence. Alors voilà, dans ce qui suivra, j'essaierai d'exposer, premièrement, en quoi consiste ce fondement que Descartes prétend apporter à la science physique de son époque, et ensuite, je m'approcherai de ce qui est le cœur de mon sujet en commençant à brosser le tableau de ce qu'est cette nature telle que la science du XVIIe siècle et la métaphysique cartésienne nous la présentent. Voilà. Qu'en est-il de cette nature galiléo-cartésienne qui va émerger au XVIIe siècle? C'est ce que j'exposerai à partir de la prochaine fois et durant un temps du reste qui sera forcément assez long parce que cette exposition de ce qu'est la nature galiléo-cartésienne exige d'entrer dans certains détails. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.